On va changer de sujet, myome utérin et infertilité. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir mis ce sujet sur la table, car en fait, finalement, c'est très complexe, le myome utérin aujourd'hui. On pensait qu'il fallait toutes les opérer et je pense qu'on va finir par dire qu'il faut faire attention à la chirurgie. Et sa relation avec la fertilité est complexe également. Donc, je remercie toute mon équipe de Lariboisière, maintenant que je suis sur Lariboisière. Et on va commencer par un peu d'épidémiologie pour vous dire que c'est très fréquent le myome utérin, qu'il y a sûrement une variabilité ethnique et que sa relation avec l'infertilité, c'est 5 à 10% des patientes. Que la symptomatologie du fibrome survient surtout entre 30 et 49 ans. Et 30 et 49 ans, c'est forcément les patientes infertiles qu'on retrouve dans les consultations, y compris celles qui veulent du don d'ovocytes. Que la symptomatologie, c'est soit asymptomatique, et donc je ne vais pas refaire les recommandations du collège pour dire qu'il ne faut pas opérer le fibrome asymptomatique, mais que souvent le fibrome se déclare soit par des troubles du cycle, et en particulier des ménométrorragies, soit par des douleurs, soit par des compressions, soit par des complications parfois exceptionnelles, et parfois exceptionnellement par une transformation en sarcome ou sarcomateuse. Et sa relation avec l'infertilité n'est pas très claire, mais on sait qu'il participe à un moment donné chez les infertiles à leur infertilité. Et il participe dans différentes notions qui ont déjà été évoquées, des notions anciennes de distorsion, d'anomalie de la contractilité utérine. Et là, je fais une petite parenthèse sur l'anomalie de la contractilité utérine, car les utérus polyfibromateux à cavité utérine normale, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui donnent des grossesses spontanées, il y en a beaucoup qui donnent des grossesses après AMP, et malheureusement qui se terminent en fausse couche tardive. Et donc, il y a une relation entre contractilité et présence du fibrome. Je laisse passer, je laisse défiler les autres notions, en particulier des modifications vasculaires, de la muqueuse, etc., et des rapports. Et il est certain que certains fibromes qui obstruent les cornes peuvent parfois obstruer les trompes, et donc c'est une cause mécanique, mais c'est rare. Il faut savoir aussi que la définition de l'infertilité ou de la fertilité, finalement, plus vous augmentez en âge, plus vous êtes infertile. Ça, c'est le problème de la barrière à partir de 38 ans, voire 35, et que cette définition, elle a été repoussée grâce au don d'ovocytes jusqu'à l'âge de 50 ans. Et donc, quand on parle d'infertilité, il faut savoir exactement quelle est la définition que vous mettez avec vous dans vos consultations. Soit vous considérez que c'est vraiment le problème de la cavité utérine, soit vous considérez avec l'âge, et donc vous allez entre tel âge et 50 ans, que cet âge soit accessible au don d'ovocytes, soit en particulier à l'étranger. Alors, si on revient sur le fibrome, vous connaissez cette classification qui est la classification interstitielle sous-muqueux et sous-séreux, avec ces différentes images, et qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle classification qui détermine en fait différentes localisations de fibromes, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a en gros 2 grandes classifications, voire 3. La première classification sont les fibromes sous-muqueux qui déforment la cavité utérine. C'est ce qu'on appelle les types 0, les types 1 et les types 2. Une classification de myomes interstitiels qui sont les 3, 4 et 5, et une classification de type de myomes sous-séreux qui sont les 6 et 7. Alors, si le fibrome sous-muqueux, tout le monde est d'accord pour dire que la chirurgie est incontestable, toutes les études sur les myomectomies hystéroscopiques
montrent des résultats de grossesse après myomectomie très satisfaisants, des résultats qui sont donnés par, bien sûr, des chirurgiens optimistes, 50% de grossesse. Le premier qui a mis l'accent sur la fécondation in vitro, c'est Eldar Geva, qui a montré que lorsqu'on était porteur d'un myome, en particulier sous-muqueux, pendant une fécondation in vitro, on avait moins de chances d'implantation embryonnaire que s'il était interstitiel, voire sous-séreux. Et donc, cette notion de distorsion de cavité était importante et toutes les méta-analyses ont montré qu'il valait mieux avoir une cavité normale, non porteuse de fibrome, pour avoir une grossesse spontanée ou une grossesse assistance médicale à procréation. Et donc, tout mon topo va être sur la légitimité de la myomectomie, finalement. Quand on parle de myome et infertilité, c'est quand faut-il opérer et qui faut opérer. La question des fibromes sous-muqueux, si elle est indiscutable par différentes notions qu'on vient de dire, et donc il faut les opérer par voie hystéroscopique, et c'est assez simple. Parfois, on peut être délétère dans la chirurgie, et c'est là où intervient le côté délétère de la chirurgie. Et vous avez sur ce film-là un énorme fibrome sous-muqueux qui fait pratiquement 6 cm de diamètre. Donc, si le chirurgien se lance dans une chirurgie d'un fibrome sous-muqueux de 6 cm, c'est absolument monstrueux et il risque d'être délétère sur cette cavité qui est fondamentale pour une implantation embryonnaire, qu'elle soit spontanée ou médicalement assistée. Et donc, il faut utiliser soit des traitements médicaux associés, comme des agonistes de la GnRH, pour espérer une réduction volumétrique du fibrome sous-muqueux, soit, malheureusement, opérer par voie laparotomique et ouvrir l'utérus en deux pour enlever ce fibrome. Et donc, c'est vrai que ça implique une technique chirurgicale importante qui doit être connue et qu'on ne peut pas opérer tous les fibromes sous-muqueux par voie hystéroscopique. Alors, se pose le problème des autres fibromes en général et en particulier les fibromes interstitiels et en particulier les 3, 4 et 5. Car ces fibromes interstitiels, ils sont finalement généralement dans le muscle utérin. Et cette notion de fibrome interstitiel entre guillemets à cavité normale, on a plutôt tendance à dire qu'ils ne participent pas à l'infertilité. Malheureusement, quand on regarde des anciennes études de brillants chirurgiens à l'époque, montrent encore des résultats très satisfaisants de grossesse spontanée après chirurgie, après myomectomie. C'est aussi valable en laparotomie qu'en célioscopie et c'est aussi valable sur des études chez les femmes infertiles. Et donc, on peut considérer que si on reprend ces études-là, on dit a priori qu'une myomectomie ne serait pas forcément si délétère que ça et qu'on avait des taux de grossesse aux alentours de 50%. La seule étude qui était, malheureusement, on a peu d'études randomisées, mais la seule étude qui était assez intéressante à l'époque, c'est celle de Buletti qui montre que lorsque vous avez la présence d'un fibrome, le taux de grossesse est nettement moins diminué que si vous l'enlevez et si les patientes n'ont pas de fibrome, comparé aux patientes témoins qui n'ont pas de fibrome. Et donc, le fibrome participe quelque part à l'infertilité. Il faut sûrement les enlever, en particulier les fibromes interstitiels. Et quand on reprend finalement cette courbe de survenue de grossesse d'Arnaud Fauconnier lorsqu'il était chez Chaperon pour l'étude des myomectomies, on s'aperçoit qu'au bout de 3 ans, le taux de grossesse après myomectomie, elle est de 40%. Bon, c'est bien. Faut-il faire des myomectomies à tout prix? Je ne pense pas. En fait, on sait très bien que chez les infertiles, un des facteurs importants, c'est finalement les autres facteurs de fertilité. Lorsqu'ils sont présents, finalement, il y a moins de grossesse que lorsqu'ils sont absents. Donc, l'infertilité inexpliquée avec uniquement des fibromes est sûrement une indication, par contre, de myomectomie.
cette dernière étude, alors nous, on a la chance sur la Riboisière d'être un des centres importants du fibrome, puisque je le rappelle, ça a été le premier centre qui a proposé l'embolisation chez M. Ravina. La discussion, et les radiologues de la Riboisière, la discussion, c'est que cette étude faite par Fernandez, donc je n'ai pas voulu prendre nos chiffres à nous, mais qu'on ne peut pas soupçonner de ne pas faire de chirurgie de la fertilité, voit sur une étude de patientes au-delà de 38 ans, qui est pratiquement malheureusement le quotidien des désirs de grossesse aujourd'hui dans les consultations en infertilité, eh bien, s'il y a encore de bons résultats avec l'hystéroscopie opératoire et s'il y a encore de bons résultats avec la myomectomie célioscopique, la myomectomie laparotomique ne donne que 15% de résultats, ce qui montre quand même que la chirurgie est quand même un peu délétère pour les fibromes interstitiels. Et elle est délétère parce qu'on sait très bien que la balance bénéfice-risque, elle est intéressante pour le symptôme et peut-être la grossesse spontanée, lorsqu'il n'y a pas d'autres facteurs d'infertilité, mais qu'elle est très pourvoyeuse de complications, en particulier, d'adhérence post-opératoire, de risques liés à la chirurgie, d'anomalies de placentation par la suite, de parfois ruptures utérines qui ont été incriminées dans les myomectomies célioscopiques dues peut-être à l'électrocoagulation tempestive. Et donc, je vais vous présenter 5 diapositives qui vont conclure ce topo. 5 diapositives, du moins, qui va conclure ce topo. C'est qu'est-ce que c'est que la problématique du fibrome utérin et en particulier de la myomectomie? Moi, je pense personnellement qu'aujourd'hui, on ne peut pas réaliser de myomectomie sans avoir d'IRM. Et effectivement, l'IRM est intéressante, ça vous donne une belle cartographie de fibromes comme celui-ci en nécrobiose, mais surtout étudie l'indice d'ADC qui, lorsqu'il est bas, peut faire suspecter un fibrome sarcomateux et un sarcome utérin. Et ceci est valable surtout chez les femmes de plus de 40 ans, mais en particulier de fibromes uniques. Et donc, il faut toujours s'enquérir d'une IRM pour éliminer ce diagnostic, en particulier chez les fibromes uniques. Ça arrive a posteriori, si tu veux. Là, l'idée, c'était que cette femme avait accouché à Kérodrin et que tout d'un coup, vous avez il faut que Philippe Herviel coupe son micro si c'est possible. Donc, c'est pas grave. Donc, je continue sur l'idée de l'IRM qui me paraît assez important pour tous les chirurgiens d'opérer, enfin, lorsqu'on décide de faire une myomectomie, d'avoir une IRM préopératoire. Ce qui évite surtout lorsque il y a un problème de myome cellulaire, d'éviter une morcellation. Et donc là aussi, dans la technique chirurgicale, ça peut varier d'une patiente à l'autre par rapport à une vision d'un fibrome en IRM. La deuxième raison, c'est de temps en temps, on a à l'examen clinique des gros utérus qui remontent à l'ombilic, vous en avez tous, et malheureusement, ce sont des grosses adénomioses à grande cavité où là, il n'y a pas de fibrome à enlever. Donc, il ne faut pas opérer ces patientes, en dehors de leur faire des métrectomies, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, la vraie question, elle est sur ces adénomioses, l'hystéroscopie peut rattraper le diagnostic. Mais l'IRM est importante pour ces indices d'hypercellularité de fibrome, pour orienter la technique chirurgicale lors de l'ablation de ces fibromes. Le deuxième commentaire sur la myomectomie, c'est la problématique des adhérences post-opératoires. Alors, vous savez que tous les rapports d'adhérence post-opératoire, la myomectomie chirurgicale, quelle qu'elle soit, est la technique chirurgicale en gynécologie qui donne le plus d'adhérence post-opératoire, en laparotomie 90%, en célioscopie 50%, et en particulier, dans tous les rapports actuels, on montre qu'il y a de nouveau 30% d'adhérence au site annexiel. Et ces adhérences au site annexiel, bien sûr, influent sur la fertilité. Et donc, il faut savoir que ces adhérences post-opératoires, eh bien, elles sont parfois très importantes, comme vous les voyez sur ces diapos. Elles sont parfois lucky lorsque vous avez ça et que vous passez à travers une anse, entre les anses. Par contre, elles sont unlucky parfois quand vous devez retourner faire
une chirurgie itérative pour une myomectomie, elles sont parfois unlucky quand vous passez un trocard de célioscopie à travers une anse qui est collée à la paroi. Et donc, toute chirurgie du fibrome, et en particulier les chirurgies itératives, il faut s'en méfier, d'autant plus que les jeunes aujourd'hui ne recoussent pas le péritoine pariétal, qui implique une ventrofixation de ces utérus et favorise un pelvis complètement blindé. Et donc, j'incite, avant de se lancer dans une indication de myomectomie d'un myome interstitiel, toute précaution chirurgicale. La troisième recommandation, c'est l'hystéroscopie diagnostique post-opératoire obligatoire après toute myomectomie. Pourquoi ? Si ça donne des adhérences post-opératoires dans le pelvis, ça va aussi donner des adhérences post-opératoires dans la cavité. Alors, c'est connu après myomectomie hystéroscopique, mais c'est aussi connu après myomectomie laparotomique. Et donc, toutes les myomectomies, qu'elles soient laparotomiques ou des myomectomies transpariétales par mini-laparotomie, cet article de Perrine Kapmas sur des myomectomies laparotomiques vous montre en fait un certain nombre d'adhérences post-opératoires aux alentours de 25%, après des hystéroscopies diagnostiques faites après la myomectomie laparotomique, et l'ouverture de la cavité n'est pas statistiquement significative, ce qui veut dire que vous ouvriez la cavité utérine ou que vous ne l'ouvriez pas, vous avez autant de synéchie post-opératoire. Et donc, je pense que lorsqu'on parle de myome et infertilité et de myomectomie, il faut systématiquement faire une hystéroscopie opératoire. Enfin, la cicatrisation de l'hystérotomie est un sujet délicat, peu publié, et pour lesquels on a beaucoup de mal à apprécier la qualité de la cicatrice. On a beaucoup incriminé les myomectomies célioscopiques avec certains rapports de rupture utérine, effectivement, qui étaient liés peut-être à l'électrocoagulation des berges, parce que ça saigne une myomectomie. La discussion, c'est qu'il faut considérer ces utérus comme cicatriciels. Un article récent des Iraniens ont montré qu'il n'y avait pas de différence en termes échographiques de qualité de suture à court terme entre myomectomie célioscopique ou myomectomie par mini-laparotomie, mais les auteurs concluent eux aussi à la limite de leur technique, car très peu reproductible, et on en avait eu le cas lorsqu'on avait voulu évaluer les cicatrices de césarienne par échographie. Mais ça peut être une piste intéressante d'avenir pour évaluer ces cicatrices de myomectomie. Enfin, je vais tordre le cou aux alternatives non chirurgicales. L'embolisation. Je pense qu'il ne faut pas proposer d'embolisation pour les myomectomies ou pour les myomes chez les patientes infertiles. L'étude d'Antoine Thor en 2014 montre que 6% de grossesse après embolisation. Ça montre nettement une conséquence peut-être sur l'endomètre. L'étude de Song en 2014, qui ont essayé de réparer des Asherman suite à des synéchies post-embolisation versus post-chirurgie, eh bien, les synéchies post-embolisation, aucune grossesse pratiquement, versus la réparation hystéroscopique d'une synéchie post-chirurgie. Ça montre à quel point l'embolisation a sûrement un effet délétère sur l'endomètre, et on a aujourd'hui des critères pour dire qu'il y a une différence dans différents indices au niveau de l'endomètre lorsqu'il est calculé en IRM, et les IRM de diffusion amèneront sûrement cette conclusion pour dire que l'endomètre post-embolisation est sûrement délétère et participe aux échecs d'implantation. Et on a tous, pour les gens qui opèrent des synéchies, on a tous des patientes qui viennent après embolisation, malheureusement de fibrome à 32 ans, d'utérus polymyomateux, qui ont des synéchies complètes et qui sont pratiquement irréparables avec très, très peu de grossesse. Le traitement médical. Le traitement médical, vous avez Pearl 2, Pearl 1, Pearl 2, Pearl 3, Pearl 4, Donez et collaborateurs, qui vous montrent sur cet article l'ulipristal versus des agonistes de la GnRH.
Alors oui, effectivement, ça marche très bien les symptômes et ça marche très bien sur le saignement en particulier. Ça, c'est une première chose. Malheureusement, vous savez ce qui est devenu de la problématique de l'ulipristal. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de ressources vis-à-vis du traitement médical pour essayer de faire réduire le volume des fibromes. Parce qu'en fait, finalement, je pense qu'il y a une notion entre implantation et volume des lésions ou des fibromes et de la cavité utérine. Et dans cet article de Pearl 2, on voit bien que le volume est pratiquement identique lorsqu'on utilise des agonistes ou de l'ulipristal et que les hémoglobines remontent magnifiquement lorsqu'on utilise des agonistes versus ulipristal. Malheureusement, enfin, tout le monde le sait, il y a des effets secondaires, en particulier des bouffées de chaleur importantes avec les agonistes de la GnRH et parfois des petits troubles psychiatriques. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il manque un traitement. Le recours à l'ulipristal a été arrêté du fait de complications hépatiques sévères, et ce qui est un peu dommage, parce qu'en fait, finalement, quand on essaye de se poser la question, mais pourquoi faut-il enlever absolument ces fibromes? On sait qu'il y a 30% de récurrence et de récidive par la suite. Ça veut dire qu'on va opérer ces patientes de façon récurrente peut-être. Et on sait très bien que la chirurgie de la fertilité, plus vous les opérez comme pour les endométrioses, plus vous êtes délétère, en particulier sur l'AMH. Et donc, en fait, la question qui va se poser, c'est de trouver un médicament. Pour l'instant, il n'y a que les agonistes qui permettent de réduire les volumes des fibromes autorisés, qui permettent il n'y a que les agonistes aujourd'hui autorisés pour le traitement en complément de la chirurgie, parce que vous savez également que les agonistes, on ne peut pas les utiliser au long cours. Et donc, la question qui va se poser, c'est effectivement, l'agoniste est intéressant, va diminuer le volume du fibrome et va permettre une technique chirurgicale adaptée au fibrome. Mais faut-il opérer tous ces fibromes? Eh bien, je pense qu'il faut quand même repartir sur le parcours patient. La myomectomie doit s'inscrire dans un parcours patient et je pense que, si on peut penser que la cavité utérine est correcte, eh bien, il n'y a pas lieu d'opérer d'emblée les myomes interstitiels, sauf symptomatologie importante, sauf myome cellulaire. En revanche, des échecs d'AMP qui vont d'un certain âge, voire jusqu'au don d'ovocytes, des échecs d'AMP avec des myomes interstitiels uniques, sans forcément d'autres facteurs d'infertilité, il y a là lieu d'intervenir pour faire des myomectomies. Alors, en conclusion, je vous dirais que le myome sous-muqueux est incontestable, il faut l'enlever. Le myome saucéreux, il n'y a pas lieu de les enlever, sauf symptomatologie. Le myome interstitiel, oui, si symptomatique de façon importante, mais l'infertilité est à considérer d'abord. Et il faut absolument économiser la chirurgie, car toute chirurgie myomateuse entraîne des adhérences, toute chirurgie sur des récurrences de myomes entraîne des complications chirurgicales. L'IRM devrait être systématique, pas de morcellation si les indices sont inférieurs à 1, pas d'embolisation à mon sens. Il y a peut-être un avantage sur les agonistes de la GnRH, moi c'est ce que je fais en permanence pour faire réduire le volume des myomes et améliorer l'hémoglobine et les opérer avec une hémoglobine correcte. Il y a peut-être un espoir sur les traitements sur des antagonistes à venir futurs. L'hystéroscopie doit être systématique après toute myomectomie, que la myomectomie doit être considérée comme un utérus cicatriciel, que pour moi, le délai de cicatrisation, tout le monde dit 1 an, je pense que 3 à 6 mois est suffisant, et qu'il faut faire attention entre myome utérin et fausse couche tardive. On a beaucoup de patientes, et je pense que tout le monde en a pour ceux qui opèrent des fibromes, des gens qui ont des polymyomectomies ou des myomectomies uniques avec des gros fibromes, qui gardent des petits fibromes qu'on n'enlève pas, et qui sont enceintes soit spontanément, soit par l'AMP, et qui malheureusement arrivent à 22 semaines avec une fausse couche tardive. Et je pense qu'il y a sûrement une relation et que l'échographie du col
des gens qui ont eu des myomectomies devrait être un peu plus souvent utilisé. Je profite pour terminer pour vous dire que notre congrès que nous avions initié, un congrès de technique chirurgicale en vidéo, va être de nouveau reporté. On a préféré le reporter parce que la technique chirurgicale, on préférait que ça soit un genre de vidéo forum et qu'on préférait le faire en présentiel. Et il sera reporté au 11 juin. Et je remercie encore Joël et Québec de leur soutien pour ce congrès de Jean Cohen parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour qu'il soit maintenu. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Écoutez, on remercie Jean-Louis Bénifla pour la qualité de sa présentation, sa clarté et la précision des indications qui ont été vraiment bien résumées sur sa dernière diapo. Et on donne la parole donc à Florence Scheffler pour discuter de cette présentation. Merci. Alors, du coup, il faut que, Dr Bénifla, vous arrêtiez votre... Je sors mon diaporama. Oui, c'est ça, comme ça je peux... Mais il faut que j'arrête de partager. Voilà. Merci. Hop. Donc, merci de m'avoir proposé d'être discutante de cette session. Alors, ça va être un peu compliqué d'être discutant parce qu'on est d'accord sur la plupart des points. Donc, j'ai juste refait un petit point effectivement sur fibrome et fertilité et un petit focus aussi sur, comme vous parliez plus du côté chirurgie, justement sur la place de l'embolisation des artères utérines dans le cadre des patientes infertiles. Donc, l'impact fibrome sur la fertilité, donc on a bien vu tout à l'heure les différentes localisations. Quand on regarde les différentes méta-analyses, on voit que globalement, quand on prend tout fibrome, toute localisation, il y a un impact de la présence de fibrome sur les taux de grossesse et sur les taux d'implantation. On a un taux de fausse couche qui est plus augmenté et des taux de naissance vivante abaissés. Donc les hypothèses physiopathologiques, je passe vite parce qu'on les a vues juste avant. Le fibrome sous-séreux, on est tous d'accord qu'il n'y avait pas d'impact à ce niveau-là. Le fibrome sous-muqueux, là, on a aussi donc on a plusieurs études qui montrent bien l'impact des fibromes sous-muqueux sur la fertilité. Donc, chez des patientes qui sont infertiles, qui sont prises en charge en AMP, on voit une baisse des taux d'implantation, des taux de grossesse clinique et une augmentation des taux de fausse couche. Ce qui indique bien ce qu'on a discuté tout à l'heure, que les fibromes sous-muqueux doivent être opérés, ça pose bien cette indication-là. La problématique est effectivement des fibromes interstitiels, où là, on a une littérature qui est très dense, avec des pour, des contre, beaucoup de séries de cas, de cohortes. On a deux grosses méta-analyses qui montrent quand même que quand on a les fibromes interstitiels qui cumulent du coup une vingtaine d'études, ça montre quand même qu'il y a un impact sur les taux d'implantation, les taux de grossesse et une augmentation des taux de fausse couche. Et on a une autre méta-analyse en 2011 qui est spécifiquement en AMP, donc qui montre l'impact de la présence de fibromes interstitiels chez des patientes suivies en AMP. Et donc sur cette étude-là, on observe uniquement en fait une baisse des taux de grossesse. Cependant, les taux de naissance vivante en fait, ne sont pas impactés par les fibromes interstitiels, ainsi que les taux de fausse couche. Donc, opérer ou pas les fibromes interstitiels, effectivement, qu'est-ce qu'on opère? Ce qui a l'air de ressortir un petit peu, c'est quand même la taille aussi du fibrome. Et les différentes méta-analyses montrent qu'il y aura un impact sur la fertilité sur des fibromes volumineux qui feraient plus de 4 cm. Donc au total, c'est ce qu'on a conclu tout à l'heure, pas d'impact des fibromes sous-muqueux, sous-séreux, il faut bien traiter les sous-muqueux et les fibromes intramuraux, c'est effectivement à discuter en fonction du parcours de la patiente, de son infertilité, des autres facteurs et effectivement d'éviter les récidives chirurgicales itératives. Et donc au niveau des traitements alternatifs, je voulais aussi traiter des traitements médicaux, mais au final, maintenant, on est vraiment limité par ces traitements médicaux. Donc, je me suis juste ciblée sur l'embolisation des artères utérines, donc, qui était initialement créée pour prévenir les saignements opératoires et l'hémorragie de la défiltrance, puis qui est maintenant un traitement des fibromes symptomatiques. Donc, ça fait partie des traitements possibles pour les patientes qui ont des ménométrorragies. Par contre,
sur tout ce qui est fertilité après embolisation, on a quand même très peu de choses. La plupart des études, effectivement, montrent qu'il y a des grossesses, mais ce sont surtout des séries de cas rétrospectives ou des cohortes où on a en fait des taux de grossesse, mais on n'a pas toujours en fait le nombre de patientes et en fait le nombre de patientes qui essaient réellement. Ce qu'on n'a pas non plus, c'est un ajustement sur l'âge ou des ajustements sur d'autres facteurs d'infertilité. Donc au final, tous ces taux de grossesse qui sont rapportés après embolisation, qui peuvent des fois plaider en faveur de ça, sont vraiment discutables au vu des études et des biais que l'on retrouve. On a une étude qui évalue quand même l'embolisation versus abstention thérapeutique et qui évalue la fertilité derrière. On observe quand même qu'on a une augmentation du taux de fausse couche, certainement liée au problème d'implantation, une augmentation du taux de césarienne, une augmentation du taux d'hémorragie de postpartum, qui est quand même pas négligeable, et par contre pas de différence sur les accouchements prématurés et les présentations d'hystociques. En infertilité, on retrouve l'étude de Mara chez des patientes, c'est la seule étude randomisée qui compare les deux avec la fertilité derrière, avec à peu près 60 patientes dans chaque bras, où on observe forcément des temps de procédure et d'hospitalisation moins longues. Pas de différence significative sur les complications entre les deux. Par contre, on observe que dans l'embolisation, on a plus de récidives et donc plus un risque de reprise chirurgicale derrière. Et là, à nouveau, on retrouve une augmentation du risque de fausse couche et une augmentation des risques d'accouchement prématuré. Sur les grossesses, quand on regarde ici, alors ce n'était pas significatif, mais c'est quasiment quand même moitié moins entre la myomectomie et les grossesses post-embolisation. Donc, il y a une revue Cochrane qui discutait justement de la place de l'embolisation et de la fertilité. Alors, le problème, c'est qu'on a très peu d'études. Donc, c'est une analyse à prendre avec vraiment des pincettes. Où là, effectivement, on voyait qu'il y avait moins de taux de naissance à ce niveau-là. Ils évaluaient aussi, en fait, le risque d'insuffisance ovarienne post-embolisation du fait d'une baisse de la vascularisation ovarienne en parallèle. Alors, les études sont uniquement faites sur l'AFSH, pardon. On n'a pas d'études sur l'AMH qui montreraient qu'il y aurait un impact sur la réserve ovarienne, mais chez des patients chez qui on fait une embolisation plutôt après 40 voire 45 ans. Chez des patients jeunes, il n'y avait pas l'air d'avoir d'impact sur la réserve ovarienne. Donc, en conclusion, l'embolisation des artères utérines peut entraîner moins de complications, mais surtout un temps d'intervention moins long. Par contre, il y a un risque de récidive beaucoup plus important. On est moins efficace sur les chances de grossesse. On augmente les taux de fausse couche. Ce n'est pas recommandé comme traitement de choix chez des patientes infertiles en désir de grossesse. Par contre, on peut quand même noter qu'il y a des grossesses post-embolisation et que dans des situations extrêmes, ça pourrait être proposé vraiment au cas par cas. Mais ça ne fera pas partie des traitements recommandés et la discussion sera effectivement ce qu'on a eu juste avant entre myomectomie ou pas myomectomie ou abstention thérapeutique et placer tout ça dans le parcours d'AMP. Voilà. Je vous remercie. Bon. Répondre aux objectifs qu'on vous avait fixés. J'ai une première question pour vous. Pour les fibromes interstitiels, y a-t-il un diamètre au-delà duquel, pour vous, c'est une indication chirurgicale? Uniquement en termes de taille ou de volume du fibrome interstitiel. C'est pour moi? C'est pour vous deux. Sachant une autre question qui a été posée par écrit, on pense à la fertilité, c'était l'objet, c'était la fertilité, mais quid des complications de la grossesse, comme tu en as parlé des fausses couches tardives, et puis même pendant l'accouchement, et quid du risque de dégénérescence ou de nécrobiose aseptique du fibrome. Alors, y a-t-il un volume ou une taille de fibrome qui, pour vous, fait poser l'indication chirurgicale? En gros, myome, on parle d'utérus non gravide. Donc, myome et infertilité ou fertilité, entre guillemets. Je pense que, la symptomatologie doit être présente. 2, le taille, on n'opère pas les fibromes de 3 cm. Voilà. Donc, en gros, après, c'est 6-7 cm. Sinon, ce n'est pas intéressant. Et moi, je pense qu'il faut relier l'idée de la myomectomie à un complément
d'exploration avec l'IRM. Voilà. Mm. Parce que souvent, les fibromes, alors après, il y a une variabilité ethnique. C'est vrai qu'on n'a pas sur certaines patientes, il n'y a pas qu'un seul fibrome. Il y a des patientes qui ont des fibromes uniques de 13 cm ou 10 cm. Puis il y a des patientes qui ont des multiples fibromes, dont 2, 3, 4 de 6 cm. Eh bien, souvent, les 2, 3, 4 des utérus polymyomateux avec de l'adénomyose un peu associée de 2, 3, 4 cm et avec 2, 3 fibromes de 5, 6 cm, ben, moi, je réalise plutôt une myomectomie des fibromes de 6 cm et je laisse les fibromes de 2, 3, 4 cm. Malheureusement, je ne sais pas si c'est bien de les laisser ou pas. Je les opère toutes sous décapeptyl 3 mois pour remonter leur hémoglobine et pour éviter de les opérer à basse hémoglobine, parce que c'est quand même hémorragique cette chirurgie. Et la deuxième chose, c'est que si on laisse des petits fibromes, malheureusement, on voit apparaître des nécrobioses aseptiques lorsqu'elles deviennent enceintes, qu'elles deviennent enceintes spontanément ou par l'AMP. Et parfois, ces fibromes grossissent énormément et deviennent préviens. Tu as une question, là, puisque tu as parlé de l'IRM. Quelqu'un te demande qu'est-ce que tu appelles myome cellulaire? Le myome cellulaire, en fait, je pense que le myome cellulaire, c'est la densité qu'on calcule. En fait, c'est les IRMistes qui calculent ça au centre du myome. Et il y a un indice qui est l'ADC. Et cet indice, normalement, il est supérieur à 1. Lorsqu'il est supérieur à 1, ça veut dire que ce sont des myomes 1,5, sont des myomes qui sont classiques, voilà, et qui ne sont pas dangereux sur leurs caractéristiques radiologiques de risque de sarcome. Les indices inférieurs à 1 font pencher sur une lésion myomateuse qui est finalement suspecte à l'IRM de sarcome. Et entre les deux, eh bien, il y a des myomes cellulaires. Et en fonction de cet indice, plus il se rapproche de 1 ou inférieur à 1, eh bien, ça rentre dans les catégories que les anapathes appellent les stumps. Ça trompe énormément, mais c'est les stumps. Et donc, ces stumps, c'est finalement des Canada Dry comme les borderline ovariens, entre des fibromes qui sont très, très, très cellulaires, et on les reconnaît sur deux choses. C'est on a un fibrome de 6 cm ou de 5 cm et on contrôle en IRM 2-3 mois plus tard et une patiente qui commence à être gênée, eh bien, le fibrome à l'IRM, il fait 10 cm au bout de 3 mois. Ça, ce sont des fibromes qui sont très cellulaires. Et la deuxième chose, c'est des fibromes qu'on enlève et qui récidivent très rapidement au bout de 3 mois. Là, il faut se méfier de ces fibromes-là. Et donc, la technique chirurgicale, c'est éviter toute morcellation, y compris en hystéroscopie opératoire. Et c'est très complexe. Là, ça devient plus compliqué. Voilà. Mais ça, c'est un problème problème d'autres questions des intervenants ou parce que je ne vois pas d'autres questions écrites. Non. Puis on me demandait combien tu faisais de cures d'agonistes du GnRH. Ah ben alors, moi, j'en fais 1 à 2. Bon, je m'en tiens là. Et pendant Covid, puisqu'on n'opère que les cancers ou autre chose, ben, j'en fais 3. D'accord. Tout à fait, ce qu'on fait aussi. Voilà. Parfait. Mais, Florence, Jean-Louis, merci pour votre intervention. Je pense qu'on est bien dans les temps. Je vois Israël Nizan qui est dans les starting blocks pour sa conférence avec Merviel comme discutant. Donc on va pouvoir tout de suite lui donner la parole sur le thème de l'échographie. L'échographie peut-elle devenir un fléau ? Un des domaines où la maltraitance qui nous est reprochée par force milieu féministe s'est avérée peut-être discrète et pourtant fréquente, c'est le domaine de l'échographie. Et bien entendu, quand on utilise le mot maltraitance, ça laisse entendre le fait que ce serait délibéré. La particularité de la maltraitance échographique, c'est qu'elle n'est pas du tout délibérée et qu'elle est le fait plutôt de maladresse.
Je me suis un peu posé la question de savoir si l'échographie était susceptible d'être un véritable fléau, et la réponse est oui. Oui, parce que nous sommes dans une société qui a décidé de laisser la main aux mamans lorsqu'il y a une malformation. C'est donc d'une certaine manière le choix des enfants à naître. Oui, parce que la médecine fœtale est une médecine très difficile, où il faut savoir douter sans inquiéter. Et ça, c'est un exercice particulièrement difficile, encore plus difficile que dans les autres domaines. C'est un domaine où on oublie souvent les pères, et c'est un domaine où on oublie la lourdeur pour les équipes du métier. Alors, comment est-ce que je passe à la suivante? C'est bon. C'est moi qui passe ou non? Alors, en échographie, il y a quelque chose que nous oublions souvent quand nous nous concentrons sur l'écran, c'est les mimiques de notre visage qui sont analysées, surinterprétées de manière paranoïde par les patientes qui s'imaginent, et parfois c'est vrai, que nous savons des choses sur leur fœtus et que nous ne le disons pas. Et nos paroles sont souvent dégradées par le fait qu'en même temps, nous nous concentrons sur l'interprétation des images que nous voyons. Ce que nous allons dire va être amplifié, voire déformé. De surcroît, nous avons une loi qui nous impose, et c'est facile quand on traite un cancer, un fibrome, de tout dire, de ne rien cacher. Or, en échographie fœtale, ce n'est pas du tout mon conseil. On peut faire disparaître un projet d'enfant rien qu'en évoquant les doutes que l'on a sur sa normalité. On ne peut pas inquiéter inutilement parce qu'après, on ne pourra pas réparer. Autant on peut inquiéter inutilement quelqu'un en matière de cancer du sein, bien sûr, ce n'est pas l'idéal, mais on pourra réparer, et encore, ce n'est pas évident. En matière de médecine fœtale, on altère parfois définitivement la relation mère-enfant et on va entraîner des conséquences dont on ne mesure pas et dont on ne calcule pas les effets au long cours. Enfin, il y a la question du médico-légal qui nous a beaucoup perturbés, qui nous perturbe un peu moins aujourd'hui, mais le fait de dire à une femme « je vous dis tout parce que je suis obligé », c'est sûrement se protéger soi-même. Et vous savez que soit on se protège soi, soit on protège sa patiente, et les deux sont opposés par le sommet. Nous avons en médecine fœtale un pouvoir diagnostique qui est énorme, près de 6000 maladies qui sont détectables en prénatal, alors que notre pouvoir thérapeutique est très faible. C'est une médecine très asymétrique. Allez, 6 ou 7 pathologies curables ou soignables in utero versus 6000 en diagnostic, et la différence, elle est gérée par l'interruption médicale de grossesse. Donc, c'est très, très particulier. On est passé insensiblement du diagnostic au dépistage. Le diagnostic, on est tous habitués en médecine. Le dépistage, c'est tout le monde est la cible. Et donc, les femmes enceintes sont désormais toutes à risque. En plus, il y a un statut juridique particulier de la médecine fœtale, c'est que le fœtus n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet pour la loi. Le statut juridique du fœtus se rapproche plus de l'objet que du sujet, et la loi bioéthique est bien laconique sur ce sujet. Donc on peut résumer les choses en disant que la médecine fœtale est un eugénisme soft. Je vais revenir sur cette notion. Il y a 4 moteurs à la médecine fœtale et au diagnostic prénatal qui ne vont pas s'affaiblir au fil du temps. On est dans une société de la norme et de la performance. On a une légèreté coupable de notre pays face au handicap. Le médico-légal nous pousse dans le bas des reins sans qu'on le sache, et le marché également. Et donc, si je fais un gradient de complexité entre les différentes situations auxquelles est soumis un échographiste, je dirais que le plus simple, c'est bel et bien les malformations létales. Parce que d'une certaine manière, il n'y a pas énormément d'ambiguïté sur la manière de gérer les choses.
on franchit une étape lorsque la malformation n'est pas létale. Lorsqu'elle est curable sans séquelles, ça va plutôt facile. Lorsqu'elle est curable avec séquelles, les choses s'aggravent et deviennent beaucoup plus difficiles. Et lorsque le pire du pire, on arrive sur la suspicion d'anomalie, je veux attirer l'attention de tout le monde sur le fait que les suspicions d'anomalie sont, en termes de bientraitance, maltraitance, les situations les plus à risque. Le dépistage entraîne de très nombreuses ambiguïtés. En effet, les motivations des parents et les motivations des médecins ne sont pas du tout les mêmes. Les parents viennent pour rencontrer leur bébé, le voir, avoir le plaisir de le regarder, et ils ne se rendent pas du tout compte que les médecins sont dans une checklist minutieuse qui vient explorer des choses que les parents ignorent. Et il faut savoir que le projet d'enfant, c'est-à-dire l'enfant que porte la femme dans sa tête, peut s'effondrer en quelques secondes. Une grimace, une remarque, un doute. Les annonces sont ici plus périlleuses car il ne s'agit pas de soi mais de son enfant. Un de nos maîtres qui est décédé il y a un an, Gérard Lévy, disait qu'il s'étonnait de voir que personne ne demandait, quand un enfant d'1 an avait perdu un bras dans un accident de voiture, qu'on l'acheva une fois arrivé à l'hôpital. Et bien, le même enfant, juste avant sa naissance, s'il lui manque un bras, les parents vont vous demander de mettre fin à ses jours. Ça montre la différence qu'il y a entre la médecine fœtale et la médecine néonatale. On peut tout dire et avoir un comportement, j'allais dire, normal en médecine de l'enfant et de l'adulte. En revanche, en médecine fœtale, si on ne sait pas se la fermer, il faut changer de métier. Et donc, la part du doute, c'est, à mon avis, la situation. Faire la médecine fœtale, une autre médecine, en disant son doute, eh bien, c'est créer des dégâts irréversibles. L'autre jour, je voyais quelqu'un qui, devant l'absence de cavum septum pellucidum, se mettait à énumérer les diagnostics possibles entre l'agénésie du chiasma, l'agénésie du corps calleux, etc. Chaque diagnostic différentiel évoqué devant la patiente était un coup de couteau porté au fœtus. Il y a un autre défaut d'immaturité chez les gynécologues et chez les échographistes, c'est la course à la précocité du diagnostic. Il y a une espèce de narcissisation et de compétition ayatolesque chez les échographistes, c'est à qui fera le plus tôt le diagnostic de cardiopathie congénitale. Je tiens pour absolument certain que d'annoncer une cardiopathie congénitale au premier trimestre, alors qu'il faudra de toute façon la revérifier ultérieurement, c'est une maltraitance, et une maltraitance grave. Alors si ça fait plaisir à l'échographiste, il n'a qu'à se marquer dans un coin le diagnostic qu'il suppose, mais cela fermé, parce qu'il va de toute façon être obligé de revoir la patiente. Mais s'il a dit son doute sur un éventuel fallo à 12 semaines, certes, c'est une performance échographique, mais ce n'est pas une performance pour la grossesse, et c'est une vraie maltraitance. Entre deux écueils, je préfère le moindre. Il vaut mieux sous-estimer la gravité d'un pronostic que le contraire. Dire tout ce qu'on voit par souci de transparence, c'est sûrement un vrai défaut d'immaturité. Je vous rappelle la fragilité de la relation mère-enfant avec le fait que le doute sur un enfant puisse le désinvestir. Et nous avons tous des histoires qui nous sont racontées par nos patientes, des histoires cliniques. Quand on babule pendant un examen et qu'on fait de l'information en même temps qu'on fait son écho, on peut être tout d'un coup saisi d'effroi parce qu'on a un doute sur une cardiopathie congénitale, et là, bien sûr, on va se taire. Et comme on babulait jusque-là, tout d'un coup, le silence règne, l'angoisse monte et elle devient intolérable pour la patiente. Je conseille aux échographistes de dire à la patiente en début d'examen, Madame, je vais d'abord faire l'examen pour moi-même parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps, puis ensuite
je vous montrerai tout ce qu'il faut voir. Ce qui vous permet d'analyser dans le silence et dans la concentration l'examen échographique sans être obligé de l'interrompre, tout simplement parce que la femme se redressera en plein examen tellement elle sera anxieuse. Donc la situation de doute, c'est la plus dangereuse. On en sous-estime les retombées et je vais juste vous raconter une vignette clinique qui m'est arrivée. Un jour, je reçois un courrier d'une femme qui dit « Il y a 20 ans, il m'est arrivé quelque chose dans votre service. Vous n'en étiez pas le patron, mais vous étiez chef de clinique. Il faut que je vous raconte. Donnez-moi un rendez-vous. » Je lui donne un rendez-vous et elle raconte une histoire de sa 3e grossesse. Elle a eu 4 enfants. 3e grossesse où on avait découvert que, après lui avoir fait un diagnostic, une recherche de trisomie 21, que son enfant était porteur d'une translocation équilibrée. On fait un cariotype aux 2 parents et on ne trouve pas la translocation équilibrée chez aucun des 2 parents. Et le généticien reconvoque la patiente en lui disant « c'est une néomutation, il y a 1% de risque que cet enfant ait un déficit cérébral si la mutation n'est pas une mutation totalement équilibrée ». La patiente repart, elle dit « je le sens bien bouger, tout va bien ». C'était sans compter sur son mari qui lui dit « si tu me ramènes un handicapé, je te préviens, je te quitte, ainsi que les enfants ». C'était sans compter sur le médecin traitant qui lui a dit « oui, mais là, tu le savais ». Et je vois venir cette patiente quelques jours plus tard qui demande une interruption médicale de grossesse. On regarde le cerveau de son enfant, il est normal. Et pour la rassurer, on lui promet de la voir tous les 15 jours. Et l'inquiétude va en grandissant. Il n'y a pas de problème. Et cet enfant naît. La patiente est dans un état le dimanche soir à 3 heures du matin au moment de l'accouchement. Incroyable. Elle est affolée, paniquée. On fait venir le pédiatre qui dit il y a bien des mamelons un peu écartés, mais c'est tout ce que Comment les mamelons sont trop écartés? Mais on m'avait pas dit ça à l'échographie. Bref, on continue les investigations. Le pédiatre promet une IRM et un scanner. Tout est normal. Et je revois cette femme 6 semaines après, très satisfait d'avoir sauvé la vie de cet enfant. Et je dis, est-ce qu'il va bien? Non, monsieur, il ne va pas bien. Il pleure tout le temps. Mais est-ce qu'il mange bien? Il mange trop. Et 8 mois plus tard, je reçois une assignation à comparaître pour avoir empêché cette femme d'interrompre la grossesse. Cet enfant a dû être placé tellement la relation mère-enfant avait été dégradée par des médecins généticiens, obstétriciens qui avaient tous fait leur travail, qui avaient donné des informations, et ces informations avaient fait disparaître ou polluer gravissimement la relation mère-enfant. Donc, on peut, même si on s'acquitte de son travail avec l'impression de bien le faire et de donner toutes les informations, on peut arriver à l'accident nucléaire qu'est la détérioration. Quand un enfant est une menace pour sa mère, la relation mère-enfant est obérée. Alors, les règles de l'annonce. Attention, laissez du temps, pas trop de temps. Il faut être modeste dans l'annonce. Nous avons tous fait des annonces immodestes. Les circonstances de l'annonce, le lieu et la position de la patiente et les personnes qui assistent. Et je vais aborder ces sujets l'un après l'autre. Peut-être l'importance du temps. Trop de temps pour faire les investigations, ce n'est pas bien. Pas assez de temps et la précipitation, ce n'est pas bien non plus. Annoncer à une femme qui est allongée alors qu'on lui passe une sonde dans son monde Vénus et qui est enduite de gel, tout en regardant son écran, commencer à lui annoncer des choses sur son fœtus, c'est inéquitable et ce n'est pas bien. Avoir plein de monde autour pendant l'annonce, ce n'est pas bien non plus. Et enfin, proposer une conduite à tenir, madame, si c'était mon bébé, je l'avorterais, c'est un abus de pouvoir médical. Alors, les malformations létales, l'IMG n'est pas une proposition médicale, mais une demande des parents à laquelle le corps médical peut répondre positivement s'il s'agit d'une malformation d'une particulière gravité. Dire « Madame, votre enfant a une agénésie du corps calleux, je vous conseille d'avorter », c'est un abus et je pense que
si jamais la patiente, pour une raison ou pour une autre, religieuse par exemple, peut considérer votre proposition comme obscène et surtout ne va pas y accéder, vous aurez fait un mal définitif à la situation. L'enfant, en fait, est trop malade pour être guéri par la médecine. Ça, vous avez le droit de le dire. Et il faut personnaliser au maximum, parce que lorsqu'une femme découvre que son fœtus est atteint d'une malformation grave, elle peut se relever et dire « enlevez-moi ça et vite ». Votre rôle, ça va être de dire « ce n'est pas un ça » et il ne faut justement pas se précipiter. Le temps est délétère quand le doute détruit le projet d'enfant et qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il est précieux lorsque ce temps est géré correctement parce qu'il permet aux parents de cheminer eux-mêmes vers leurs décisions avec notre aide. Et donc, pourquoi je dis modestie de l'annonce? Parce qu'il m'est arrivé d'annoncer à une jeune femme que son enfant avait une hypoplasie du ventricule gauche et de lui dire que l'enfant va mourir à la naissance. Et cette femme, je la croise très régulièrement dans les rues de ma ville et de l'autre côté de la rue, elle me fait un petit bonjour ironique de la main parce que son enfant non seulement a vécu, c'était pas une hypoplasie du ventricule gauche, mais un petit ventricule gauche, et il est sorti premier de Polytechnique. Et donc, elle se fout de ma tronche chaque fois qu'elle me croise dans les rues de Strasbourg. J'ai dit l'enfant va mourir à la naissance. Eh bien, rien ne me permettait de dire ça. Et même si j'avais la certitude de l'hypoplasie du ventricule gauche, il faut toujours garder à l'esprit qu'on pourrait se tromper. Ou l'autre phrase dramatique, c'est « cette anomalie ne laisse aucune séquelle ». Ça m'est arrivé de dire ça pour un laparoschisis et il a fallu amputer l'enfant pratiquement de la totalité de son intestin avec un intestin court et 8 mois d'hospitalisation. Eh bien, la maltraitance, ce n'était pas la malformation, mais c'était la phrase « cette anomalie ne laissera aucune séquelle ». Parfois, c'est faux. Et quand c'est faux et que votre prédiction est prise en défaut, c'est super mal vécu. Le lieu et la position de la patiente, je pense que quand on voit une anomalie, il faut faire tous ces documents, accumuler les photos et les vidéos, essuyer le ventre de la patiente, la rhabiller, sortir de la pièce pour que la pièce puisse servir à quelqu'un d'autre et aller dans une autre pièce tranquille, autre que la salle de l'échographie pour faire une annonce. Les personnes qui assistent à cette annonce, au mieux, le compagnon. Pourquoi ? Parce que contraindre la femme à annoncer à son compagnon des choses qu'elle n'a pas bien compris et dont elle a entendu la moitié et être elle-même celle qui va annoncer les mauvaises nouvelles, c'est pas sympa pour elle. Lui dire est-ce que votre mari peut venir et attendre une petite demi-heure qu'il rejoigne, je pense que ça fait partie des choses qui, si elles peuvent être faites, sont de l'ordre de la bientraitance. Éviter l'effet badaud, mais ça c'est la même chose qu'en salle d'accouchement, et si possible avec une psychologue, celle qui va accompagner le couple, et c'est bien que la psychologue entende en même temps que la patiente l'annonce de ce qui se passe. Pas de proposition de conduite à tenir, décrire au mieux l'enfant et les conséquences du diagnostic. Par exemple, une anencéphalie, on décrit l'absence de cerveau, l'impossibilité de l'enfant de survivre à sa naissance, et si après ça, la femme ne vous demande pas une IMG, rassurez-vous, son frangin, son mari, son environnement le lui proposeront et elle reviendra le lendemain vous dire est-ce qu'on ne peut pas interrompre la grossesse. Ce n'est pas pareil si l'environnement a proposé que si vous vous proposez. Parce que si vous vous proposez, ça veut dire que l'IMG est un outil médical, est un traitement médical, et ce n'est pas pour rien qu'on a quitté l'appellation d'interruption thérapeutique de grossesse. Elle n'est en rien thérapeutique, c'est un échec collectif. S'il existe des gestes ou des traitements possibles en pré ou postnatal, il faut les dire, et ne jamais proposer l'IMG qui n'est pas une solution médicale. Donc on n'impose rien, ni la conservation de la grossesse, ni l'IMG. On investigue discrètement le lien religieux et on peut tout au plus accepter une demande d'IMG quand elle est formulée et la soumettre officiellement au CPDPN, où je vous rappelle qu'en principe, on n'est pas à la cour d'assises et qu'il ne faut pas voter. Même quand les situations sont difficiles, il faut discuter du dossier jusqu'à ce qu'on arrive à se convaincre les uns les autres et se souvenir que la situation
de refus d'une IMG demandée par les patients est la situation la plus dangereuse. Elle est dangereuse pour le couple, elle est dangereuse pour la relation médecin-patient et il faut effectivement faire attention, notamment sur les anomalies de doigts des mains, où il peut y avoir des demandes d'IMG, de même que sur les anomalies de la lèvre supérieure, qui ne sont pas des indications à l'interruption médicale de grossesse, faire très attention quand cette demande survient et que le CPDPN ne peut pas l'accepter. C'est des situations à très haut risque. Si la demande d'IMG est formulée par le couple, abordez doucement les détails. Exitus prénatal s'il est nécessaire parce qu'on est en période de viabilité, possibilité de voir l'enfant, possibilité d'un culte et d'une inhumation, inscription de l'enfant dans le livret de famille. Et pour tout cela, il faut qu'il y ait un seul interlocuteur. En principe, une sage-femme qui s'est un peu spécialisée là-dedans. Quand on a commencé à proposer aux patientes de voir l'enfant, il est arrivé dans l'endroit où je travaillais qu'il y ait 7 personnes qui rentrent dans la chambre de la patiente. Est-ce que vous voulez voir l'enfant? Et donc, ça faisait partie du protocole. Et comme il n'y avait pas d'échange entre les personnes de l'équipe, ça c'était considéré comme une véritable maltraitance. Donc, un seul interlocuteur et sur le cahier de soins, noter les résultats de son dialogue avec la patiente et attention à l'anesthésie générale pour l'IMG parce qu'elle est délétère. Après l'IMG, je vous conseille de monter des groupes de parole pour qu'il y ait un travail psychique et il ne faut pas mettre dans les mêmes groupes de parole les femmes qui ont eu une mort in utero au 3e trimestre et les femmes qui ont eu une IMG. Ces groupes de parole sont presque mieux que les entretiens de type psychothérapie parce que les parents peuvent voir d'autres parents qui ont été dans la même situation qu'eux et finir par être dans une situation où ils vont eux-mêmes pouvoir aider d'autres parents. Ne pas oublier les pères pendant et après. Au total, la médecine fœtale est un eugénisme soft. Et il y a quelques années, quand on me disait « Mais monsieur Nizan, vous faites de l'eugénisme avec votre diagnostic prénatal », j'étais très embêté pour répondre. Jusqu'au jour où la lecture d'un philosophe américain, Philip Kitcher, m'a mis à l'aise avec cette question. En fait, quand on analyse un eugénisme, un programme eugénique, Philip Kitcher dit qu'il faut l'analyser sous 4 angles. Discriminatoire, est-ce que c'est discriminatoire? Est-ce que c'est coercitif? Est-ce que le fondement scientifique du programme est bon et quel est le but du programme? Si on regarde la médecine nazie, qui était l'eugénisme par excellence, était extrêmement discriminatoire, très coercitif. Le fondement scientifique était mauvais parce que les Allemands imaginaient que si on mettait des beaux soldats en présence de belles Gretchen, ça donnerait des gens encore plus courageux. Les fondements scientifiques faux. Et les buts du programme, c'était le Reich de Milan. Quand on regarde le diagnostic prénatal, sur les 4 niveaux, c'est ni discriminatoire ni coercitif, le fondement scientifique est correct, mais le but, c'est d'avoir un enfant en bonne santé. Et donc, oui, c'est un eugénisme, mais un eugénisme soft. En conclusion, le diagnostic prénatal peut devenir, si on y prête garde, un véritable fléau. Vous pouvez dire oui à une demande, je ne vous conseille pas de la proposer, comme vous proposeriez une myomectomie. Le dépistage est la situation la plus difficile et la plus dangereuse et amène à des situations de vraie maltraitance que les médecins ignorent. Attention au choix des mots et pensez, vous savez, on nous a tous éduqués en nous disant ne vous projetez pas. En médecine, le patient, c'est le patient et vous, c'est vous. Eh bien, moi, j'aurais tendance à donner le conseil inverse aux médecins et aux futurs médecins qui vont faire ce métier si difficile, c'est de vous demander ce que vous auriez souhaité pour vous-même si on avait trouvé sur votre enfant une agénésie du corps calleux, comment vous auriez souhaité que les professionnels se comportent avec vous, et vous aurez les réponses aux questions difficiles que pose cette question. Merci de votre attention. Merci Israël. Merci Oui. Israël. On va tout de suite peut-être passer aux discutants et on fera la petite discussion après. Pas de problème. Je crois que c'est Philippe Mermiel qui doit discuter, je crois. Alors attends, parce que là… Partager son écran.
Je n'ai pas mon écran de diapo, mais voilà. Est-ce que vous avez la diapo? C'est bon? C'est bon. Bon, merci Israël. C'est un plaisir d'être ton discutant. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu as pu dire. Mais est-ce qu'on ne s'est pas mis nous-mêmes professionnels dans une situation quelquefois inextricable en échographie? C'est-à-dire que certains de nos collègues, ayant décrété qu'on peut tout voir à tout moment et à n'importe quel stade de la grossesse en échographie, ont finalement parfaitement semé le terreau dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Alors, ma discussion va être très, très courte parce que je vais vous citer d'abord un exemple d'une patiente. C'est une naissance en 2017. Vous voyez, c'est une grossesse gémellaire suivie par un médecin transféré pour une menace d'accouchement prématuré. Elle va avoir une première écho donc à 12 semaines, ce qui est logique, par un médecin tout à fait classique. Puis à 19 semaines, on va l'envoyer passer une deuxième écho pour un référent. À 22 semaines, de nouveau par un référent. Il n'y a pas d'anomalie morphologique. À 24 semaines, elle aura encore une échographie par un médecin. Il y a une petite discordance donc en termes de poids. Ça sera contrôlé à 27 semaines, de nouveau par un médecin, c'est-à-dire médecin échographiste, bien sûr, mais pas un référent. Ensuite, elle est transférée en niveau 3. Elle aura une nouvelle écho par une sage-femme qui montre donc, finalement, la sage-femme qui montre un cervelet un peu petit, inférieur au 3e percentile, mais en accord avec les biométries, puisque ces enfants ne sont pas très gros, inférieur au 3e et 6e percentile. Et à 32 semaines, puis à 33 semaines plus, elle aura 2 nouvelles échos, alors cette fois-ci par un référent plus. Il y aura un avis de CPDPN, on fera un cariotype, bref, l'enfant naîtra par césarienne, enfin les enfants naîtront par césarienne à 36 semaines. Et on s'aperçoit donc à une IRM cérébrale 4 mois après qu'il y a une hypoplasie, donc pontocérébelleuse, et depuis l'un de ces enfants donc, qui avait donc, ce cervelet particulièrement petit est au CAMS. Donc cette patiente a eu 10 échographies réalisées, 2 par des référents et 2 par des référents supérieurs, je dirais, et on lui a jamais on ne l'a jamais informé évidemment de cette possibilité qui est peut-être très difficile. Je ne suis pas un échographiste référent pour en parler, mais toujours est-il que dans l'idée des gens que l'on peut tout voir en échographie, il est bien sûr impossible de penser qu'avec 10 échographies réalisées, dont 4 par des référents, voire des référents supérieurs, on ne puisse pas dépister ce qui va probablement lui bouffer toute sa vie avec la fréquentation du CAMS. Et pourtant, on sait que l'échographie obstétricale s'intègre dans le diagnostic prénatal, qu'elle doit être précédée d'une information de la femme enceinte et de son consentement signé. Aujourd'hui, il est obligatoire en début de grossesse de faire signer un consentement pour la réalisation non seulement de l'échographie de la nuque, mais des échographies obstétricales par la suite. Nous avons ça, nous, dans tous nos dossiers qui débutent avec le début du suivi de la grossesse, et on doit informer la patiente. Vous savez que l'échographiste, normalement, doit avoir une formation adéquate, adhérer à un réseau de périnatalité. Donc, ça, c'est quelque chose de très important parce que je pense qu'on progresse toute sa vie et que le fait d'adhérer à un réseau de périnatalité associé à un CPDPN, ça permet aussi d'avoir un retour son sur les échographies que l'on fait. Et moi qui suis dans un service où j'ai quelqu'un qui s'occupe du CPDPN qui est parfaitement compétente, eh bien, elle me parle toutes les semaines d'échographies faites à l'extérieur où il y a soit des récupérations, comme disait Israël, d'annonces par excès, et finalement l'échographie est normale, mais le mal a été fait, je dirais, soit de défaut d'annonce sur des choses assez évidentes. Donc tout le monde peut progresser, et je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un maillage plus important peut-être des échographistes, parce que c'est aussi pour l'échographiste lui-même une certaine garantie de formation médicale continue, si je puis dire. Adhérer à un programme d'assurance qualité pour la clarté nucale, ça on le sait, produire des images permettant de documenter la qualité des mesures rendues, mais je rappellerai que les images en échographie peuvent tout voir et ne rien voir, et que finalement, ce qui est médico-légal, c'est quand même ce que vous rendez sur un compte-rendu, et qu'on ne peut pas aujourd'hui faire de l'échographie dans un cabinet, par exemple, avec la petite échographie sympathique du suivi de la grossesse, tout va bien madame, parce que pour la femme, c'est une échographie supplémentaire, et souvent c'est une échographie qui n'est pas bâclée, mais qui est faite rapidement et qui n'a pas la valeur d'une véritable étude morphologique. Et puis, donc, bien évidemment, satisfaire avec des appareils d'échographie qui sont adéquats, et vous savez que ça a une durée de vie, un appareil d'échographie, et quelquefois on a du mal avec nos directions pour avoir des renouvellements de matériel. Alors, l'article du Code de santé publique a quand même permis de dédouaner un tout petit peu le médecin, donc le médecin de l'obligation de résultat,
Hein, je vous rappelle qu'en médecine, on n'a jamais une obligation de résultat. Sinon, on sauverait tous les patients Covid, d'accord? Mais on a une obligation de moyens. Et donc, il faut avoir les moyens de faire son travail correctement. Et donc, pour l'échographie, bien, il est bien précisé que l'absence d'anomalies détectées ne permet pas d'affirmer que le fœtus soit indemne de toute affection. Et une suspicion d'anomalie ne peut ne pas être confirmée ultérieurement. C'est-à-dire que le Code de santé publique valide le fait qu'on peut ne pas voir les choses et que si on a évoqué une pathologie, mais Israël l'a très bien dit, il faut aussi annoncer ce qu'on peut évoquer, c'est-à-dire qu'on a le droit en médecine de dire on n'est pas sûr de, il va falloir que l'on vérifie, on n'est pas sûr du diagnostic, il va falloir qu'on réfère à un échographiste plus compétent. Bref, je crois en conclusion, mais ça, Israël l'avait déjà dit aussi, qu'il faut rester très humble en médecine, mais en particulier sur une iconographie icographique et en particulier au cours de la grossesse. On ne peut pas tout voir malgré ce qu'en pense donc l'opinion et malgré ce qu'en pensent certains médecins. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe pour ton rôle de discutant. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, moi j'aurais tendance à faire un commentaire, c'est que l'échographie est une discipline jeune et je vous rappelle qu'en 1980-85, il n'y avait pas beaucoup de diagnostic prénatal. On avait donc tous ceux qui en faisaient envie de… Je me souviens d'avoir une fois dit à mon patron, j'ai vu telle anomalie et il a éclaté d'un rire. Donc on avait envie de démontrer qu'on était bon et qu'on était capable de voir des choses. Et on n'était pas dans la logique de laisser entendre qu'on ne pouvait pas tout voir. Je crois qu'il faut qu'on revienne maintenant à une période de maturité et qu'on soit capable, quand la patiente vous demande « il est normal, docteur », de toujours laisser entendre qu'on ne peut pas tout voir en échographie fétale, on ne pourra jamais tout voir, et qu'on a probablement, on s'est mis la corde au cou, je suis d'accord avec Philippe Merviel, on s'est mis la corde au cou en laissant entendre avec une espèce de compétition narcissique des échographistes, c'était à qui faisait le meilleur diagnostic le plus précocement et qui, avec les angles du visage, on a fait une compétition de folie qui maintenant nous retombe dessus. Et alors, il y a une chose dans ce qu'a dit Philippe qui est extrêmement importante, c'est le retour sur info par un CPDPN. Il y a des échographistes qui se comportent un peu comme des prestataires de services et qui sont en dérivation sur le système et qui souvent ne sont pas tenus au courant que l'enfant qui est né a un pied beau ou que l'enfant qui est né a un problème digestif ou un problème cérébral et ils ne vont pas revoir la patiente. C'est une source de procès parce qu'il n'est même pas venu me voir. Il m'avait dit que tout allait bien et il n'est même pas venu me voir. Et donc, repasser voir une patiente après avoir manqué un diagnostic de trisomie 21 et aller prendre le bébé dans les bras pour bien montrer à la patiente que c'est des choses qui peuvent arriver, on est désolé, mais le bébé est là et qu'on n'est pas dans le mépris en ne venant pas la voir, c'est extrêmement important et ça fait taire un certain nombre de doutes de la patiente sur Alors, les médecins qui n'ont pas de retour de la part des CPDPN sont les médecins qui ont des procès. Oui. Non, je suis totalement d'accord avec toi, Israël. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis en colère contre le fait qu'on me dise une échographie ne peut pas être en 3D, en 4D, en 5D. Il faut arrêter. Faisons déjà bien une échographie en 2D. Voilà, on peut parfaitement donner quasiment une assurance qu'une face sera normale, qu'on n'aura pas, etc. On n'a pas besoin de faire du 3D pour voir s'il y a une fente labiale ou des choses comme ça. Ça doit être un complément d'une échographie 2D, mais il y a une espèce de course effrénée. On n'ouvre pas un document, on n'ouvre pas un magazine médical sans voir des photos extraordinaires de fœtus quasiment en 5e dimension. Faut arrêter. On est en train de continuer à faire croire aux gens que bientôt on va pouvoir modéliser ce fœtus ex utero. Or, le problème, c'est qu'il sortira ex utero qu'à la naissance. Et on a besoin de faire du diagnostic anténatal. Oui, je crois que vous avez raison tous les deux. Là, un petit commentaire. Je pense qu'il y a deux notions. Il y a la notion de l'échographie de dépistage, où là, on voit trop de 3D, et l'échographie surspécialisée dans les CPDPN avec des gens compétents.
Et là, j'aime bien ce qu'a dit Israël, c'est l'asepsie du langage. Oui, Et là, je complètement. pense que c'est fondamental vis-à-vis de l'échographiste, vis-à-vis des patients, vis-à-vis des collègues. Et l'idée de l'annonce dans une autre pièce, c'est comme ça que fonctionne un bon CPDPN. Et je crois que ça, c'est une idée à développer dans les différents réseaux, parce que c'est l'asepsie du langage. Je pense que les jeunes l'ont perdu un peu. Il faut leur réapprendre. Mais c'est surtout parce C'est que… pareil pour la chirurgie, c'est pareil pour la cancérologie, c'est exactement Voilà. pareil dans tous les domaines de surspécialité. C'est En à la plus, différence près ce sont qu'en des couples… chirurgie et en cancérologie, on n'altère pas la relation mère-enfant pour les Absolument. Oui, oui, 50 non, non, ans à mais venir. on est d'accord. Non, mais en plus, ce sont des couples qui ont été envoyés pour une échographie de référence. Donc, il y a déjà la notion que l'échographiste de dépistage a plus ou moins repéré quelque chose. Donc, ce couple, il est particulièrement sensible à la moindre mimique, au moindre aspect du visage que tu vas pouvoir avoir. Et encore plus que quand il est natif pour son échographie de dépistage. Donc, évidemment, il faut une asepsie verbale complète. On doit rester factuel. Et encore une fois, ce qu'a dit Israël et ce qu'on redit en permanence, c'est que ce n'est pas nous qui proposons une interruption médicale de grossesse, c'est le couple qui demande une interruption médicale de grossesse. Et c'est toujours dans ce sens-là que ça doit être fait. J'ai quelques collègues qui me disent face à cette déclaration, mais enfin, si ça s'appelle interruption médicale de grossesse, c'est bien que l'indication est médicale. Et je pense que c'est très important de ne pas, de ne pas oublier qu'il s'agit d'une euthanasie active et que cette euthanasie active, en définitive, c'est la patiente qui va en décider. Ce n'est pas parce qu'on est autorisé à l'accepter qu'il faut la proposer. Et je te rappelle qu'avant, elle s'appelait interruption thérapeutique de grossesse. Et là, Très la mauvais terme. thérapeutique, on voyait mal où était la thérapeutique. Je voudrais juste amener un deuxième commentaire sur le problème de la parfois complexe de l'annonce et complexe de l'acceptabilité de la part des patientes vis-à-vis de la religion ou autre chose. Je pense, nous, on a eu un petit problème sur la Riboisière. On travaille avec un centre de référence qui est Robert Debré. Et finalement, les décisions n'ont pas trop été acceptées. On s'en est sorti en redonnant le dossier à un autre CPDPN de la région parisienne. Et je pense que cette notion de changement de centre de CPDPN est importante parce que ça redonne confiance au couple vis-à-vis d'une décision qui est toujours très difficile à prendre. Complètement d'accord avec toi. Et il y a un autre outil qui n'est pas suffisamment utilisé par les CPDPN, c'est de proposer à un couple une consultation conjointe. On les reçoit entre un obstétricien, un échographiste, un pédiatre néonatologue, une psychologue. On se met tous autour du couple et on vient leur expliquer nos doutes, nos incertitudes, nos difficultés. Je sais que cette consultation conjointe nous a déjà… Et d'abord, ça nous permet d'expliquer aux gens qui peuvent aller demander l'avis du CPDPN d'à côté et que c'est peut-être une bonne chose de le faire. Mais ça nous a déjà permis de nous en sortir dans des situations très difficiles. De désengrener une problématique. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, Patrice ? Non, la discussion me paraît d'un haut niveau. La réflexion par rapport à la relation mère-enfant est quand même très complexe. J'en veux pour preuve des diagnostics de fente palatine qui sont faits avec des rejets a priori des parents et la grande difficulté à faire admettre qu'avec une chirurgie relativement simple en post-natal, on pourra donner un enfant proche de la normale. Et là, c'est un peu la question que je pose à Israël. La relation mère-enfant, dans ce cas, est-ce que tu vois un accompagnement plus précis de psychologue pour éventuellement éviter cette rupture de lien pendant la grossesse? Mais déjà, Patrice, une consultation avec le chirurgien pédiatre susceptible de prendre en charge cet enfant à la naissance, ça permet déjà de désamorcer quelquefois des rejets initiaux parce que en initial, on a l'image de la fente labiale qui n'a pas été opérée, etc. Tu vois? Donc, c'est ce qui est fait. Hein. Alors, il m'est arrivé de changer de chirurgien pédiatre parce que une patiente qui était envoyée pour une anomalie, et la fente labiale, c'est un excellent exemple, revenait en disant, puisque c'est comme ça, il faut interrompre la grossesse. Il n'y a
des gens qui sont de très bons praticiens, mais qui ne savent pas parler à une femme enceinte de son bébé. Et donc, il faut choisir dans vos correspondants et dans ceux qui vont vous aider à accompagner les femmes, ceux qui savent maintenir le projet d'enfant et qui ne vont pas se substituer à la femme pour sa décision. Et donc, je crois que cet accompagnement doit être fait, et c'est pour ça que je conseille, quand on fait une annonce complexe, de prendre avec soi la psychologue qui s'occupe du diagnostic prénatal pour qu'elle entende l'annonce, parce que la patiente va entendre radicalement des choses différentes. Il y a le ciel qui lui tombe sur la tête. Donc, la psychologue qui va accompagner, mais de même que les praticiens auxquels vous allez envoyer la patiente, ces praticiens, s'ils ne savent pas parler à une femme enceinte, ils vont arrêter tout un tas de grossesses où il n'y avait pas besoin de les arrêter. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, mais je pense qu'on va sûrement conclure cette session. Et bravo à tous les orateurs alors. Cette journée qui était organisée de main de maître. Bravo à tous les orateurs. Et puis bravo aussi aux 118 participants qui sont restés jusqu'à la fin de la session, comme quoi ça a passionné beaucoup de monde. Et j'espère que tout le monde sera là demain matin.